Alors donc, ce chapitre 2 va concerner la phase de préparation du lean manufacturing. Comme je vous ai dit en introduction, on va attaquer en fait les différentes phases du lean manufacturing dans les différents chapitres. Alors ce chapitre-là va concerner la première phase de préparation du lean manufacturing avec les outils qu'on peut utiliser dans cette phase. D'accord. Donc ici au début je vais peut-être essayer d'aller un peu vite. Pourquoi? Parce que pour essayer de prendre un peu plus de temps sur la dernière partie où il faut expliquer des choses. Ici c'est juste ça vous relate un petit peu quelles sont les phases qu'il y a dans la phase de préparation du lean manufacturing. Donc la première phase du lean manufacturing correspond à la phase de préparation. C'est ce que c'est en fait le titre de ce chapitre, ou la mise en place des fondations. Alors les activités de cette phase-là sont, il y en a 4. Définition de l'environnement. Il faut d'abord définir ce que c'est que l'environnement. Là, je vais énumérer juste et les explications, ça viendra après. Donc, il y a plusieurs activités dans cette phase-là. Définition de l'environnement, constitution de l'équipe, les attentes des clients, par exemple, et puis l'élaboration de la charte de projet. D'accord? Donc, on va regarder la définition de l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a dans la définition de l'environnement? Eh bien, il y a plusieurs étapes aussi pour définir l'environnement dans lequel on va mettre en place le lean manufacturing. Alors, identifier l'opportunité, ça aussi, on va en parler. Là, je les énumère et après, on verra toutes ces étapes-là les unes derrière les autres. Alors, identifier l'opportunité, identifier les clients, identifier les fournisseurs, formuler une mission, d'accord, et prioriser l'opportunité. Tout ça, on va essayer de le voir en détail. Alors, dans toujours définition de l'environnement, qui est la première étape de cette phase-là, identifier l'opportunité, c'est quoi? Comment j'identifie l'opportunité? C'est en identifiant le périmètre du projet, cas de projet pilote par exemple. Si jamais je commence la mise en place du lean par un projet pilote, je le mets dans un périmètre donné. D'accord? Donc je définis d'abord le périmètre du projet. Les processus qui rentrent dans ce périmètre-là. D'accord? Et puis l'écart ou les écarts, définition de la problématique. Les écarts, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne marche pas. Les écarts passent par rapport aux attentes, les mesures qu'on a faites et qui font que les résultats sont les résultats en fait des processus. C'est-à-dire les processus ici ne correspondent pas à ce qu'il faut comme résultat. D'accord? Ne donnent pas satisfaction. Donc on va déterminer les écarts, définition. Donc en définissant les écarts, eh bien ça donne la définition de la problématique. Alors opportunité, pourquoi on dit opportunité? Parce que généralement dans l'esprit de l'amélioration, l'esprit de lean, manufacturing, etc., toute problématique, on la considère comme une opportunité de changement, d'innovation, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit identifier l'opportunité. Alors identifier les clients, bien sûr, qui va recevoir les produits ou les services du projet, ou bien des différents processus. Quel sera le rendu? Qu'est-ce qu'on va rendre? D'accord? Quelles sont les normes et les attentes? D'accord? Les attentes, bien sûr, des clients. Alors, toujours on est dans la définition de l'environnement. Après, il y a identifier les fournisseurs. Qui sont les fournisseurs? Alors, de qui vous recevez les produits et les services? Les produits, si je produis je fais des produits, je vends des produits ou bien je vends des services, les produits ou bien les services. De qui vous recevez les services, les produits ou les services,
Quand seront-ils nécessaires? Quand? Hein, le temps. Quelles sont vos normes et vos attentes? D'accord? Les normes et vos attentes des fournisseurs, parce que là, vous êtes client du fournisseur. On est toujours dans l'étape définition de l'environnement. Maintenant, il faut formuler la mission. Donc, dans une des étapes de cette définition de l'environnement, c'est formuler la mission. Maintenant que j'ai déterminé le fournisseur, le client, etc., eh bien, je vais dire quelle est la mission. Énoncer la mission sous la forme d'un objectif global et clair. Global, c'est-à-dire général, qui englobe toute la problématique. Et donc, à ce moment-là, l'objectif général, il faut qu'il soit clair. Maintenant, il faut prioriser cette opportunité. L'opportunité, celle dont j'ai parlé. Prioriser l'opportunité, c'est quoi? C'est-à-dire démontrer qu'elle est prioritaire. Alors, énoncer l'urgence et l'importance. Quelles sont les conséquences si jamais on ne réalise pas cette amélioration de cette problématique-là? Et quels sont les avantages? Alors, les conséquences, les avantages, et puis évaluer la difficulté. D'accord? Est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? La difficulté qu'on peut rencontrer. Alors, les outils de l'étape définition de l'environnement, donc cette étape de définition de l'environnement, alors il y a les rapports de non-conformité, du produit final, généralement dans une entreprise, on peut trouver ceci, produit non conforme, donc il y a des rapports, donc on va éplucher ces rapports-là. Les demandes d'action corrective, il peut y avoir des demandes d'action corrective, si jamais. Donc ça, c'est des documents qu'on peut trouver sur place. Les demandes d'action préventive aussi. Le QQOQCCP. Alors, on aura l'occasion de voir cet outil-là. C'est un outil qui aide à définir la problématique. Là, c'est des outils qu'on trouve sur place généralement. Mais là, c'est un outil qu'on peut mettre en place. C'est qui, quoi, où, comment, combien, etc. Donc cet outil-là, on va le voir, c'est un ensemble de questions qu'on se pose pour essayer de définir la problématique. Alors l'évaluation du système de gestion aussi, ça peut être un outil, c'est-à-dire on va essayer de regarder est-ce qu'on on peut choisir un des systèmes de gestion, le Malcolm Bridge aux États-Unis, ils utilisent ça, le Calimètre au Québec, le prix européen de la qualité en Europe, c'est-à-dire ce sont des normes, hein, le prix marocain de la qualité. Donc, est-ce qu'on va suivre une de ces normes-là? Alors, maintenant, deuxième chose, c'est la constitution de l'équipe. Au début, on a dit définition de l'environnement. Maintenant, constitution de l'équipe. Il faut constituer une équipe de travail. Donc, constituer l'équipe du projet en définissant le rôle de chacun. D'accord? Pilote, ou on l'appelle aussi facilitateur, celui qui va piloter le projet ou bien les actions. Le copilote, il va l'aider, comme son nom l'indique, c'est le bras droit, on va dire, du pilote. Les autres membres de l'équipe, ça peut être le responsable de tout le secteur, les différents processus, ou bien d'un processus, etc. Ça peut être le responsable, ou bien les responsables, ingénieur ou ingénieur, et puis technicien, etc. Alors, dans la constitution de l'équipe, il y a plusieurs étapes, enfin, il y a plusieurs, on va dire, éléments. L'élaboration d'un plan de communication. D'accord? Alors, ici, il y a un outil qu'on peut utiliser qui s'appelle le RACI, R-A-C-I, Responsible, Accountable, Consulted, Informed. En fait, ça note en fait les différentes fonctions des différentes personnes qui constituent l'équipe. On va voir cet outil-là. Il est aussi appelé donc responsabilité assignment matrix. C'est une matrice qui va montrer en fait
la fonction de chaque personne, de chaque responsable dans l'équipe. D'accord? C'est un outil simple pour n'oublier personne dans les projets et faciliter les rôles et les responsabilités. On va voir ça. Un exemple de ce RACI. Il a été créé dans les années 60, c'est très vieux, dans le 1960, 60 et quelque chose, dans le cadre d'initiatives qualité. D'accord, pour les initiatives qu'on a mis en place pour la qualité. Il en existe plusieurs traductions, dont l'une est, alors traduction en français, réalisateur, approbateur, consulté, informé. Ça c'est RAC, on met en français. Alors l'élaboration du plan de communication, toujours. Alors il est présenté sous forme de matrice, on est toujours dans le même paragraphe, hein. Présenté sous forme, alors le RACI, il est présenté sous forme de matrice à 2 entrées. D'accord? Cet outil de pilotage de projet, il permet de communiquer simplement et visiblement sur quelles sont les personnes en charge de piloter les actions, le responsable ou bien la ressource, qui est l'unique décideur, la comptable, c'est ce qu'on appelle la comptable, accountable en anglais. Alors, quelles sont les personnes à consulter pour avoir des conseils et aides? C'est les consulted. Quelles sont les personnes qui doivent être informées des avancées et évolutions du projet? Les informed. D'accord? Ainsi, donc, si on a toutes ces personnes-là, il permet de n'oublier personne. D'accord? Si on compte, on donne une fonction à chaque membre de l'équipe. D'éviter les redondances, c'est-à-dire qu'il y ait 2 personnes pour une chose alors qu'il ne faut qu'une, etc. Et de permettre d'éviter les problèmes de communication, donc qui fait quoi. D'accord? Alors, les règles de construction pour le RACI, comment on va faire? L'outil se présente sous forme de matrice avec en ligne les différentes actions, en ligne, les différentes actions à effectuer et en colonne le personnel impliqué dans le projet. Donc chaque ligne, ici vous avez quoi? Donc vous mettez dans cette colonne, la première colonne, les différentes fonctions qu'il y a, d'accord, ou bien les tâches qu'il faut faire, d'accord. Sélectionne les projets, assure le maintien. Donc la première ligne, ça correspond à insuffle la dynamique. La deuxième ligne coordonne la démarche, etc. Donc les différentes tâches, d'accord. Et ça, c'est les différentes personnes qui, hein, d'accord. Alors, et puis on met dans les cases qui correspondent à, si vous croisez la fonction avec la personne, si je mets A, ça veut dire A c'est garant, d'accord, le garant, ou accountable, c'est ça. R c'est le responsable. C, I par exemple, c'est informé. Il y a quelqu'un qu'il faut absolument informer. C, eh ben, c'est le consulter, etc. Donc ici, quand je regarde cette matrice, eh bien, je vais voir la fonction et puis le responsable de la fonction et qu'est-ce qu'il fait en même temps. D'accord? Alors, le processus d'utilisation, généralement effectué en groupe et piloté par le chef de projet, doit respecter les étapes suivantes. Pour utiliser ceci, donc identifier toutes les étapes du projet, d'abord. Identifier tous les acteurs du projet en pensant d'ores et déjà à l'ensemble des catégories. Donc là, je reviens, là, je ne suis plus seulement dans RACI maintenant, c'est une matrice que j'ai effectuée et qui est là, qui me donne, qui m'identifie les acteurs du projet et puis leur rôle. D'accord? Alors maintenant, je suis en train de constituer l'équipe. Je suis en train de mettre en place mon équipe et pour essayer de donner à chacun son travail. Donc le processus d'utilisation généralement effectué en groupe, il est piloté par le chef de projet, doit respecter les étapes suivantes. Identifier toutes les étapes du projet, donc on va identifier les étapes. Identifier tous les acteurs du projet en pensant d'ores et déjà à l'ensemble des catégories RACI,
D'accord, je vais mettre en place en fait pardon, ici je vous ai dit le projet, non, je suis en train de constituer ma matrice RACI. Compléter les cellules avec les lettres RACI pour chacune des étapes en respectant les définitions décrites qu'on a vues sur l'exemple. Alors, vérifier le tableau avec les conseils ci-dessous. Faire vérifier le tableau par le sponsor du projet, d'accord? Et puis communiquer le tableau à l'équipe. Une fois que j'ai mis en place le tableau, il faut le communiquer à l'équipe pour que tout le monde puisse savoir qu'est-ce qu'il a à faire. Alors, qui sont les RACI? Et maintenant, on va déterminer le R, le A, le C et le I. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font en fait en tant que responsable, en tant que accountable, etc. Donc, responsable ou ressources. Les R, si quelqu'un, dans sa case, il y a R, ils sont ceux qui effectuent les actions et qui rapportent à leur accountable, c'est-à-dire celui qui va les aider, hein, accountable respectif, d'accord? Il rapporte à l'accountable, d'accord? Donc R rapporte, c'est-à-dire il effectue les actions et puis il informe, si vous voulez, le A. Il y a donc au moins un R par action et celui-ci peut être le même que A. Parfois, R et A, c'est la même chose si on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un avec en fait le suppléant, si vous voulez, de R. L'accountable, celui qui, le ou les R doivent rendre, celui à qui, pardon, le ou les R doivent rendre des comptes. C'est-à-dire R, il doit informer A. C'est comme si A, en fait, était le supérieur de R. Il doit rendre des comptes sur l'avancée et le déroulement de leurs actions. L'accountable est donc, en théorie, unique par action, d'accord? Et c'est lui le garant du bon déroulement de l'action. Il est unique par action. Chaque action, il lui faut un A. D'accord? Et c'est lui le garant du bon déroulement de l'action et des conséquences associées. C'est pour ça que le responsable, il doit donner des comptes au A. Par définition, le R ne peut clôturer son action que si le A lui autorise. A peut également être R. Par exemple, si on n'a pas besoin, donc à ce moment-là, j'écris AR. Il peut être en même temps responsable et garant. Qui sont toujours les RACI. Alors, il reste le C, consulted. Alors, C sont des personnes qui doivent être consultées pour leur expertise, leur savoir, etc. Ils n'ont pas de responsabilité directe, car c'est au A de prendre en compte ou non leur avis. D'accord? Donc, ils ont une expertise, ils disent ce qu'ils savent, si on les consulte, mais ils n'ont pas de décision à prendre. Dans certains cas, il est possible qu'il n'y ait aucun C si on n'a pas besoin de ça. Les informés, eh ben, les I sont uniquement des personnes qu'il faut informer sur l'avancée du projet. Parfois, c'est les chefs supérieurs, etc. Ils doivent être informés. Ils n'ont aucune responsabilité dans celui-ci, mais généralement, sont des personnes impactées de manière indirecte par le projet. D'accord? Le travail d'équipe. Alors, le groupe de travail formé aura à effectuer les tâches suivantes. Il faut le travail, en fait, qu'est-ce que fait cette équipe-là? Une fois qu'elle est rassemblée et chacun a disons, sa responsabilité, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire en groupe? Alors, le groupe de travail formé aura effectué ces tâches-là. Donc, il doit valider l'objectif et le périmètre du projet, valider, c'est-à-dire d'accord, ok, ça c'est l'objectif, il va dire ok. Ils doivent aussi valider le périmètre du projet, établir les règles d'équipe, c'est-à-dire des règles, comment on va travailler. Donc, il y a des règles de travail. Analyser le sujet et discuter les problèmes. Donc, l'équipe, donc, elle a à discuter ensemble les problèmes pour essayer de trouver des solutions pour les problèmes. Discuter les solutions proposées, même s'il y a des solutions qui sont proposées, on va les discuter par la suite, dans l'équipe.
conformer le plan d'action, c'est-à-dire mettre en forme le plan d'action et se mettre d'accord sur ce plan d'action, comment on va agir pour résoudre tel ou tel problème. Généralement, on met en place un plan d'action. Suivre le déroulement de la mise en œuvre du projet, d'accord, donc là, ils suivent le déroulement de la mise en œuvre, et puis suivre les indicateurs mis en place, parce que généralement quand on met en place un projet, on met des indicateurs d'avancement qui vont nous donner est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. On va mesurer ces indicateurs et en fonction de ces mesures-là, eh bien ça nous donne des résultats sur la marche du projet, mesure du progrès. Par exemple, on peut mesurer le progrès. Mener le projet à terme, c'est-à-dire le travail de l'équipe, c'est de mener le projet à terme, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. Deux outils très répandus dans le cas du travail en équipe. Généralement, on utilise la réunion, le brainstorming ou ce qu'on appelle aussi le remue-ménage. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe dans une réunion. Il y a une petite différence entre réunion et brainstorming, donc on va essayer de voir ça. Un troisième outil très intéressant pour évaluer la cohésion d'une équipe, c'est ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Donc on va essayer de voir ces trois outils-là que l'équipe utilise. Alors dans une réunion, il y a le facilitateur ou le pilote. Alors ce facilitateur, ou bien ce qu'on appelle le pilote de la réunion, c'est quelqu'un qui a du recul. Ici, je ne parle pas du pilote du projet. Quand on décide de faire une réunion, ça peut être le pilote du projet qui demande la réunion, mais ça peut être quelqu'un d'autre qui va piloter en fait, qui va piloter la réunion. Alors, c'est le facilitateur ou bien ce qu'on appelle le pilote. Il doit avoir du recul sur le problème qu'on va poser dans la réunion, ou bien les problèmes. Donc, il doit avoir du recul. C'est-à-dire une avance un petit peu sur la vision des autres. Il a du recul, il a une vue d'ensemble. C'est pas quelqu'un qui s'occupe juste de quelque chose et qui s'occupe pas des autres. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une vue d'ensemble dans le périmètre qu'on a choisi et dans lequel on va travailler, mettre en place le livre. Il facilite la discussion, d'accord. Donc c'est lui qui va diriger la discussion, il doit la faciliter, il doit pas donc il doit avoir cette possibilité de faciliter la discussion. Il va gérer la réunion, il va garder le focus, c'est-à-dire s'il y a des dérapages, parfois on se réunit pour un objectif et puis on parle d'autre chose. Non, il va garder le focus pour essayer de ramener les gens toujours au problème qu'on est en train de discuter. Il désamorce les conflits si jamais il y a des conflits. Pardon. Il y a les membres, eh bien les membres ils doivent avoir de l'expérience, des idées et puis ils doivent avoir aussi des besoins qu'ils vont formuler. Le copilote, c'est quelqu'un qui va aider le pilote. Il aide le pilote, gestion de temps, par exemple, il peut s'occuper du temps, regarder les différents points qu'on va discuter et essayer de répartir le temps et il va dire bon ici on va arrêter, là vous avez 1 minute pour parler de ça, etc. Passage d'un point à un autre, etc. Les fonctions de ces... Alors le facilitateur, on a dit, il gère la réunion. Le chronométreur, il va garder l'échéancier de la réunion, c'est-à-dire il va vérifier le temps. Et puis le scribe, on peut avoir aussi quelqu'un, ça peut être le chronométreur aussi en même temps. Alors le scribe, il note les activités et les décisions. Il faut quelqu'un qui va noter tout ce qu'on a dit dans la réunion. Pour assurer une démarche productive, donc toujours dans la démarche productive, c'est-à-dire pour que la réunion soit productive. Alors les droits, tout le monde a le droit de parole, être en désaccord, on peut être en désaccord et on a le droit de questionner. Les responsabilités, eh bien il faut écouter, tout le monde a la responsabilité d'écouter, d'exprimer et de répondre.
Les réunions performantes, eh ben, il faut les planifier. Pour avoir une réunion performante, eh bien, il faut les planifier, il faut la démarrer, la conduire et puis la clore. Donc il y a planifier, démarrer, conduire et clore. C'est ça la démarche pour une réunion. Alors dans la planification, il faut préciser les objectifs. Hein, avant, ça c'est avant la réunion. La planification, elle vient avant. Donc préciser les objectifs, établir l'ordre du jour, d'accord? L'ordre du jour, ce sont les points qu'on va discuter dans la réunion. Ça s'appelle ordre du jour. Donc point 1, on va discuter ce point. Point 2, point 3. Généralement, le dernier point, c'est divers. On laisse ouvert, c'est-à-dire on peut on détermine les premiers points. Le dernier point, on le laisse pour quelque chose qui est, on l'appelle divers, et donc ça donne une petite liberté à discuter quelque chose qui n'a pas été défini au début. Alors, établir l'ordre du jour, convoquer à la réunion, généralement c'est le pilote qui fait ceci. Coordonner les ressources, d'accord, les ressources parce qu'on a besoin de locaux, il faut coordonner tout ça, donc il faut déterminer où va se passer la réunion, le matériel audiovisuel si peut-être on a besoin, ou bien le matériel juste du papier et des stylos pour que les personnes puissent écrire, etc. Les invités, qui va assister, etc. Alors maintenant, pour démarrer, quand la réunion elle va démarrer, donc assurer un climat adéquat, il faut qu'il y ait un climat de réunion, c'est-à-dire les gens sont d'accord, ils sont bien tranquilles, etc. Il n'y a pas des gens qui crient à droite et à gauche et qui ont des différends, donc on va essayer d'avoir un climat où on va discuter calmement. Définissez les objectifs communs, donc il faut commencer par définir les objectifs communs, et puis énoncer les règles de la réunion, comment on va se tenir, c'est-à-dire je vais donner la parole, vous parlez, vous pouvez intervenir, vous ne pouvez pas intervenir, etc. Conduire la réunion, alors après, donc l'étape de la conduction de la réunion, assurez-vous de la clarté du contenu, d'abord, clarté du contenu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va discuter, il faut que ça soit clair. Maintenez un climat favorable, donc le climat favorable, il faut toujours le maintenir pour qu'il n'y ait pas de chahutage, pour qu'il n'y ait pas de conflit, etc. Suivez l'ordre du jour, oui, il ne faut pas sauter les points. Une fois qu'on a déterminé l'ordre du jour, il faut le suivre dans l'ordre. Ça s'appelle ordre du jour, c'est-à-dire, donc les points, on va les discuter les uns derrière les autres sans sauter un ou bien passer à un autre, etc., sans avoir clôturé le premier. Donc on discute le premier, on le clôture, on se met d'accord, et puis après on a le droit de passer au deuxième, etc. Et puis garder le temps, parce qu'il ne faut pas dépasser le temps qui a été alloué à la réunion. Ensuite, quand on a terminé les points, on clôt la réunion, donc la clôture de la réunion. On clôture la réunion et donc dans la clôture, il y a résumé la réunion. On résume qu'est-ce qu'on a fait, les différents points qu'on a discutés, les résultats qu'on a obtenus. Réviser la liste d'activités, donc voilà, on a fait ci, on a fait ça. Et puis établir la date de la prochaine rencontre. Éventuellement, évaluer votre réunion. On va évaluer est-ce qu'elle était positive, négative, etc. Donc on va donner une évaluation à la réunion et puis énoncer comment améliorer votre prochaine rencontre. Éventuellement, c'est pas toujours, on ne le fait pas toujours, mais disons éventuellement, on peut énoncer comment améliorer la prochaine réunion. C'est une occasion pour parler de ça. Alors maintenant, le remue-ménage, ou bien ce qu'on appelle le brainstorming. Alors le brainstorming, c'est une activité ordonnée par laquelle nous utilisons la synergie d'un groupe afin de générer un maximum d'idées relatives à un sujet donné. C'est-à-dire qu'on va utiliser les idées d'un groupe, la synergie d'un groupe. Un groupe, quand
les idées qui viennent d'un groupe, c'est pas la même chose que si j'étais toute seule en train de dire voilà, j'ai un problème, je vais essayer de le résoudre, et voilà les possibilités, etc. Donc au lieu de faire ça, on se réunit en groupe et on prend les idées de chacun et puis on essaie d'élire les meilleures idées. C'est ça en fait, utiliser la synergie du groupe afin de générer un maximum d'idées relatives à un sujet donné. On cherche dans ça la qualité de ce qui est proposé. La diversité, d'accord? La diversité, on cherche à divertir les idées. L'originalité, donc on cherche l'originalité de l'idée, c'est-à-dire une idée originale, c'est une idée innovatrice, etc. Et donc, on va définir précisément le sujet. Dans un remue-ménage, il faut d'abord définir précisément le sujet, énoncer les règles. Alors, bon, ici, je ne vous ai pas dit, en fait, ça ressemble à une réunion. Donc, en fait, pour se réunir, il faut utiliser les étapes de la réunion, c'est-à-dire regarder un climat, définir la date de la réunion, convoquer les gens, etc. Donc, ça se passe comme une réunion. Mais ça ne dure pas aussi longtemps. Généralement, ça ne dure pas aussi longtemps qu'une réunion. Donc, on se réunit pour faire un remue-ménage. Donc, on ne va pas répéter tout ce qu'il faut pour la réunion. Donc, on va se réunir. D'accord. Et dans cette réunion-là, définir précisément le sujet, c'est-à-dire voilà le sujet, de quoi on va parler et qu'est-ce qu'on veut en fait. Énoncer les règles, c'est-à dire comment on va travailler, remuer les ménages et enregistrer vos idées. Premier round de vote. En fait, là, je définis seulement, je vous donne les grands titres. Et après, on va regarder dans préciser, dans énoncer, etc. Dans toutes ces étapes-là, on va voir ce qui se fait. Alors, au début, définir précisément le sujet. Deuxièmement, énoncer les règles. Troisièmement, remuer les ménages et enregistrer les idées. Donc remuer les ménages, c'est-à-dire réfléchir et enregistrer les idées. Premier round de vote, on va faire des votes sur ces idées-là. On va discuter les idées, le pour et le contre pour ces idées qui sont proposées. Et après, après la discussion, on va faire un deuxième round de vote. Un deuxième round de vote pour après élire les idées, donc sortir les idées qui ont été votées. Alors, qu'est-ce qu'on a dans définir précisément le sujet? Plus précise est la définition, plus adéquats seront les éléments énoncés. D'accord? Donc, il faut préciser exactement qu'est-ce qu'on veut de cette réunion de remue-ménage. Ça permet de garder le focus, c'est-à-dire on sait exactement qu'est-ce qu'on veut. D'accord? Donc, on ne va pas de l'autre côté. Énoncer les règles. Alors, les règles sont celles-ci. Chacun son tour, une idée par personne par tour. D'accord? Chacun son tour, c'est-à-dire on va faire le tour on peut être réunis autour d'une table et faire le tour du table et chacun va parler à son tour. Une idée par personne par tour. Rechercher la qualité. Dire passe si je n'ai pas d'idée. Par exemple, on vous donne la parole et vous n'avez pas d'idée, vous dites je passe. Pas de critique, positive ou négative, il ne faut pas critiquer. Vous prenez vous prenez l'idée, vous la marquez sans critiquer. En fait, celui qui dirige, en fait, il va marquer les idées, personne ne doit critiquer, ni positive ni négative. Être patient, l'humour est admis, on peut proposer quelque chose qui fait rire aussi. L'exagération est encouragée, même si on a des idées qui nous paraissent exagérées, il faut le dire. Remuer les ménages et enregistrer les idées. Alors, chaque idée est enregistrée sur papier, c'est-à-dire on va faire un tour de table et on va demander le problème on a posé, d'accord? On a posé le problème et après on récolte les idées. Il y a quelqu'un qui va écrire, par exemple, il peut avoir un tableau. Quelqu'un
là qui écoute, toi tu as cette idée-là, bon je l'inscris. L'autre il a une idée, je l'inscris. Donc j'ai une liste d'idées. Maintenant, sur ces idées-là qu'on a inscrites sur un tableau, remuer les méninges et enregistrer. On va remuer. Donc chaque idée est enregistrée sur papier. Les énoncés sont abrégés, mais doivent contenir assez d'informations pour être discutés subséquemment. D'accord, on va marquer ces idées-là et avec des énoncés bien sûr très abrégés, mais il faut qu'ils soient clairs. On peut avoir recours à un scribe pour accélérer le processus. Par exemple, on fait le tour de table et un scribe au tableau, il écrit les idées. Posez-vous les questions suivantes. Qui, quoi, quand, comment, où. Pensez grand, pensez petit. Il faut ne pas avoir de limites il ne faut pas donner des limites à vos idées. Et combiner le grand, le petit. On va penser dans tous les sens, si vous voulez. Les modes de décision, on peut essayer après. Bon, ici, c'est comme une parenthèse. C'est pour vous expliquer les différents modes de décision, comment on prend les décisions. D'accord ? Maintenant, je rentre dans la parenthèse des modes de décision pour après continuer en ce qui concerne le brainstorming. Alors, les modes de décision, ça peut être le consensus, le compromis ou bien la majorité. Alors, les modes le consensus, tout le monde consent. Consensus, ça veut dire tout le monde est d'accord. Tout le monde gagne, la cohésion de l'équipe est maintenue. Quand on a un consensus sur une idée, c'est-à-dire tout le monde est d'accord sur l'idée, eh bien, il n'y a pas de problème. La cohésion de l'équipe est maintenue. Là, ici, on a ouvert la parenthèse pour voir un petit peu les modes de décision. Il y a le compromis. Quelqu'un sacrifie quand on se met d'accord avec un compromis, c'est-à-dire quelqu'un va sacrifier quelque chose. C'est-à-dire, lui, quelqu'un qui a proposé une idée différente, il va se dire, bon, il va se rallier à l'idée qui a été, à l'idée de son voisin, par exemple, et il va sacrifier la sienne. C'est-à-dire, oui, je suis d'accord avec toi, donc on y va. Alors, quelqu'un sacrifie quelque chose, il y a des gagnants et des perdants. Ceux qui ont laissé leur idée, donc ils se rallient à l'autre idée, donc ça veut dire qu'ils sont perdants. Risque d'insatisfaction, même s'ils sont insatisfaits, mais ils se replient sur l'idée qui a été proposée par les autres. Difficulté à maintenir la cohésion. Dans le compromis, généralement, il y a des gens qui ne sont pas très d'accord, donc généralement, il y a une difficulté à maintenir la cohésion. Alors, il y a le troisième type, c'est la majorité. Alors, le choix le plus grand du grand nombre, la majorité, tout le monde le connaît, c'est-à-dire on va voter et le plus grand nombre, le choix du plus grand nombre, c'est le gagnant. Il y a des gagnants et des perdants, bien sûr. Celui qui, son idée n'a pas été élue par majorité, il n'est pas content. Forcément, il y a des risques d'insatisfaction dans ce cas-là, des difficultés à maintenir la cohésion. Alors, première ronde de vote. Généralement, ça se fait par vote, en fait, dans le brainstorming. Et puis, donc, on a énuméré les idées, on a pris les idées de tout le monde, on les a inscrits sur un tableau. Et chaque participant a un droit de vote par élément. D'accord ? Donc, il va voter, il ne va pas voter plusieurs, il va voter un seul élément. D'accord ? Il évalue l'élément. Il vote, le vote se prend à main levée. D'accord ? On peut le faire à main levée, comme ça. Donc, sur le tableau, on va écrire combien de votes sur celui-ci, de celui-ci, etc. Pas de discussion, à l'exception d'un besoin de clarification. C'est tout. On ne discute pas les items, les différentes idées qu'on a mis en place. On enregistre le nombre de votes pour chaque élément. D'accord ? Pour chaque idée qui a été inscrite sur le tableau. Ceux ayant enregistré les plus grands nombres de votes sont encerclés. D'accord ? Après, maintenant, il faut discuter ceux qui ont été encerclés. Donc, alors, discuter chacun des éléments encerclés, évaluer chacun des éléments encerclés, il faut les évaluer.
c'est-à-dire les discuter hein, et les évaluer, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons, de leur donner, les évaluer d'une certaine manière. Il faut choisir la manière d'évaluer. Donner une chance à tous les membres de saisir le détail d'un élément, c'est-à-dire s'il y a des explications à donner, etc. Considérer le mérite de chaque élément, voilà, il a ce mérite, il a... Mais même aussi les inconvénients aussi, pourquoi pas. Les membres peuvent influencer les uns les autres. Ils peuvent s'influencer les uns les autres relativement à un élément proposé. Donc il peut discuter, lui dire à son voisin, oui, tiens, celui-là, il est mieux que celui-là, etc. Donc on peut s'influencer. Une fois qu'on a terminé cette discussion, on passe à la deuxième ronde de vote. On va voter tous ces éléments-là qu'on a discutés. Un seul vote par participant, d'accord ? Il est possible d'obtenir des clarifications. L'élément retenu sera celui qui a le plus grand nombre de votes. Alors le deuxième round de vote, c'est ça qui va nous rendre le verdict. Alors, voilà. Donc ça, c'est le brainstorming. Ok ? Donc à ce moment-là, on sort avec une idée qui a été élue par vote à la fin du brainstorming. Maintenant, l'autre outil, c'est l'auto-évaluation de l'équipe. Eh bien, cet outil peut être utilisé pour effectuer du coaching auprès des membres de l'équipe qui ont une divergence d'opinion. On peut utiliser ceci pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans l'équipe. Est-ce qu'il y a des gens qui vont, qui ne sont pas cohérents, on va dire, avec l'équipe. Il permet de régler certains conflits et améliorer le climat d'équipe. Alors le principe de cet outil-là, les coéquipiers identifient un certain nombre de qualités de leur équipe. Donc un certain nombre. Ensuite, ils se donnent des notes de 1 à 10 pour chacune de ces qualités. Alors on va choisir par exemple 10 qualités, on va dire 6 ou 10 qualités. Tout le monde se met d'accord et chacun va noter ces qualités-là de 1 à 10. Il va lui donner une note, c'est-à-dire pour chacune de ces qualités, je vais essayer de noter. C'est-à-dire pour ces qualités-là, est-ce que je pense que l'équipe, elle est comme ça? Oui, donc je vais dire pour cette qualité, j'ai 10 sur 10. C'est-à-dire vraiment... l'équipe, je peux lui donner cette qualité, elle est bonne dans cette équipe-là, ça marche. Une autre qualité, bon, si je donne 5 par exemple, c'est moyen, ça veut dire je ne vois pas vraiment que cette qualité-là correspond à l'équipe, etc. Le but de tout ça, il permet aux participants d'apprendre à propos d'eux-mêmes, mais aussi d'identifier les problèmes cachés ou des conflits qui pourraient être présents dans l'équipe. D'accord ? Donc on va essayer de répondre de manière impartielle, c'est-à-dire ce qu'on pense, il faut le dire, pour essayer de voir un peu comment on se voit nous-mêmes dans cette équipe, comment on voit notre équipe. D'accord ? Alors les attentes. Oui, ici je n'ai pas trop tardé sur l'explication en fait de cet outil-là, parce que normalement j'avais prévu on va dire un TD pour essayer d'appliquer l'auto-évaluation de l'équipe. Donc je vais essayer de vous le faire. Maintenant que les cours sont à distance, je vais voir comment ça va se passer. Je vais essayer d'imaginer un travail en groupe et je vais voir comment on pourrait faire. Alors, maintenant, les attentes. Vous vous souvenez, l'environnement, l'équipe et puis maintenant, les attentes. Alors, les attentes, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'outil la voix du client. C'est un outil important pour l'orientation du projet Lean dans la direction du client. Lui préparer ce qu'il désire en quantité requise, mais aussi lui proposer plus qu'il n'attend. D'accord ? Alors,
ici, ça vous résume un petit peu qu'est-ce que c'est que cet outil de voix du client. Alors, définition, moyen de collecter la voix du client. Ce terme, le principe de base du Six Sigma. Six Sigma, c'est une méthode aussi d'amélioration. Il représente ce que souhaite le client pour être satisfait. La voix du client consiste donc à demander et à écouter les clients pour identifier les critères importants à maîtriser sur le produit, etc. Donc l'intérêt de ceci, c'est connaître le niveau de satisfaction des clients, identifier les faiblesses à corriger, les améliorer, etc. Recenser les projets Six Sigma vers la satisfaction. Là, c'est en fait la voix du client dans le Six Sigma. Mais ça peut être aussi, on peut utiliser cette voix du client dans d'autres outils. Et d'ailleurs, dans la suite je vais vous montrer un outil pour essayer de sonder la voix du client. Alors ici, la méthodologie, identifier les catégories de clients, analyser les produits ou services recherchés, récolter les données existantes, écouter la voix du client, direct ou indirect, identifier les analyses. Bon, ça, alors les moyens de collecter, réclamations et incidents, ça peut être les sondages, ça peut être les interviews, les rencontres, le benchmarking, ça c'est un outil, c'est-à-dire voir ce que font les autres pour essayer de faire la même chose, études de marché, etc. Bon là, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais arrêter là pour faire une autre vidéo pour la suite du chapitre.